Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et l'historien Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On parle évidemment de cette visite d'État du président Macron aux États-Unis. Vous avez vu la conférence de presse commune hier et on a eu cette demi-surprise de voir les deux présidents appeler un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Ce qui n'a pas empêché quelques secondes avant le président américain de qualifier cet accord de dément et de ridicule. Est-ce qu'on peut parler de petite victoire pour le président Macron? Est-ce qu'il a réussi à faire infléchir, encore une fois, Trump sur le nucléaire? Trump qui est resté quand même assez énigmatique sur le fait de savoir s'il a déchiré ou pas le 12 mai l'accord, même si on se doute à peu près de ce qu'il va faire. Alors sur cette visite, les images sont effectivement superbes. Il y a un point positif, c'est que derrière les images, ça permet quand même de faire avancer l'idée que derrière des divergences d'intérêts sur le commerce ou autre, il y a quand même une communauté de valeurs et de destin des démocraties. Qui a été rappelé des deux côtés. En revanche, sur le fond, il n'y a pas d'avancée. Et s'il y a un avantage, il est plutôt du côté de Donald Trump. Pourquoi? Parce que l'idée d'un nouvel accord, ça veut quand même dire que l'accord actuel n'est pas soutenable. Donc il ne s'est pas renié, Donald Trump. Il ne s'est pas renié et il va déchirer l'accord le 12 mai. Il ne s'est pas renié du tout. La difficulté qui va se présenter, c'est que, par ailleurs, si on se met du côté de l'autre partie, c'est-à-dire l'Iran, l'Iran estime qu'il a plutôt appliqué la partie nucléaire, ce qui est vrai, et en revanche que du côté de la levée des sanctions, les avantages économiques attendus ont été beaucoup plus réduits qu'espérés, notamment parce que les banques n'ont pas suivi à cause de la peur de sanctions aux États-Unis. Donc on ne voit pas tellement pourquoi, si par ailleurs les États-Unis décident de sortir de cet accord, il est beaucoup plus probable, enfin on ne voit pas tellement l'Iran accepter de négocier sur les missiles, donc le balistique, ou sur ce qu'on appelle l'exportation du terrorisme, qui est en fait l'expansion, la création par l'Iran d'un espèce d'empire chiite qui comprend l'Irak, la Syrie, un morceau du Yémen, Bahreïn en partie, le Liban. Et donc on ne voit pas tellement pourquoi les Iraniens ils accepteraient de négocier quoi que ce soit. C'est d'ailleurs les messages qu'ils ont fait passer, notamment quand Jean-Yves Le Drian s'est rendu à Téhéran. Donc sur le fond, il faut être clair, Donald Trump garde l'intégralité de ses options et on a l'impression que cette idée de nouvel accord, c'est finalement un objet de communication auquel tout le monde s'est raccroché, mais on ne voit pas tellement quelle peut être sa réalité. Donc l'influence finalement qu'on essaie de nous vendre d'Emmanuel Macron sur Trump, elle est à la marge, c'est ça qu'il faut comprendre en vous écoutant? De toute façon, le rapport de force, il est évidemment à l'avantage des États-Unis. Parce qu'on disait qu'Emmanuel Macron avait l'oreille de Trump. Oui, mais bon, on peut dire beaucoup de choses. Ensuite, il y a la réalité. Pour l'instant, sur l'Iran, je pense que Donald Trump garde toutes ses options et sa ligne. Sur la Syrie, il n'est pas revenu sur l'idée d'un départ des troupes américaines, même si on n'a pas de date précise. Et ça, c'est vrai que ça pose un problème. Et sur le commerce, pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Donc ça veut dire que pour les bénéfices, encore une fois, escomptés, pour la France, pour le président Macron, en affichant cette proximité, cette amitié, on les a vu faire assaut d'amabilité, les embrassades et tout, les bénéfices sont très réduits. Oui, mais c'est assez cohérent. Je rappelle que c'était une visite d'État. Une visite d'État, l'aspect protocolaire, l'aspect des symboles est dominant. Voilà, donc on est cohérent avec une visite d'État. Il faut par ailleurs être tout à fait clair, c'est-à-dire que, y compris si on doit discuter avec les Iraniens des problèmes balistiques, ce sont des négociations qui sont extrêmement techniques, précises. En fait, elles sont conduites par des diplomates spécialisés dans les problèmes d'armement, avec derrière l'expertise des militaires. C'est pas des choses qu'on peut... Alors, il y a un moment donné, quand la négociation se noue, bien sûr, les politiques entrent en jeu, mais il y a un aspect qui est très technique dans ces discussions et qui ne peut pas du tout entrer dans ces sommets. Donc, encore une fois, en courtisant Donald Trump, Emmanuel Macron, pour l'instant, en échange, mais ce n'est pas l'objet de ce que vous me racontez, oui. Ce n'est pas l'objet de cette visite d'État, mais en échange, pour l'instant, on ne voit rien de tangible et de visible. Voilà, alors, par ailleurs, c'est quand même une des grandes questions qui maintenant va se poser à Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est installé extrêmement bien sur la scène internationale. Il a affiché un certain nombre de principes ou d'orientations dans le monde et en Europe. Et pour l'instant, c'est vrai qu'en dehors des images, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat avec la Chine de Xi, il
n'y a pas de résultat avec la Russie, il n'y aura pas de résultat avec Trump en dehors de la proximité affichée. Et la vraie question qui va se poser, c'est celle de l'Europe, puisque là, il y a un programme de refondation qui est encadré dans une fenêtre courte entre la formation du gouvernement allemand et puis donc l'automne 2018, où on va avoir la fin des négociations du Brexit et le début de la campagne européenne. Il fallait essayer d'avancer sur la zone euro, sur la défense européenne, sur la souveraineté numérique, sur la gestion des migrants et des frontières. Et pour l'instant... tout ça est en calminé. Tout ça, exactement, est en panne. Donc, ça fait partie, c'est pour ça qu'on vit un moment décisif, sur le plan intérieur avec donc les conflits sociaux, mais également sur le plan de l'Europe et sur le plan mondial. Aujourd'hui, on ne peut pas en rester simplement aux images. Même s'il a raison, le président français, de vouloir créer cette relation privilégiée avec Donald Trump, même si on se dit que c'est peut-être risqué aussi parce qu'on sait qu'il est instable, il est imprévisible et peut-être qu'il dira le contraire de ce qu'il a dit en conférence de presse hier, le président américain. Il est imprévisible, mais c'est vrai qu'il y a une qualité de la coopération franco-américaine qui reste très grande. Il ne faut jamais oublier que, par exemple, au Sahel, il y a toute une partie importante du soutien américain pour les drones, pour la logistique, qui nous est absolument, qui est extrêmement importante. Donc, ce qu'il faut quand même voir derrière, c'est que pour l'instant, les Américains trouvent dans les Français des alliés extrêmement solides sur le plan militaire. Et réactifs sur la Syrie, sur les frappes en Syrie. Exactement. Mais que de notre côté, au Sahel, on est très aidé par les États-Unis qui, par ailleurs, respectent beaucoup et à juste titre la capacité d'action de l'armée française avec des moyens qui n'ont rien à voir avec les moyens américains. Ouais. Et puis là, pour le coup, la grande nouveauté maintenant, c'est que quand le président des États-Unis s'adresse à l'Europe, il ne passe plus par l'Allemagne d'Angela Merkel, il ne passe plus par la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Theresa May, mais maintenant ça passe, on l'a vu par Emmanuel Macron. Vous voyez que néanmoins, y compris pour la France et l'Europe, c'est ambigu parce que notre environnement, l'Europe s'est terriblement affaiblie. Donc le Royaume-Uni est dans un trou noir pour 2 décennies avec le Brexit et avec un Premier ministre qui est extrêmement affaibli. L'Allemagne a un gouvernement, mais elle n'a plus de chancelière puisque Mme Merkel est en dépression politique et quasi personnelle. L'Italie n'a pas de gouvernement. L'Espagne marche bien économiquement, mais a le problème de la Catalogne. Donc il y a une dimension de par défaut, mais aussi par le talent d'Emmanuel Macron. Mais si vous voulez, il y a quand même une dimension inquiétante, c'est que Donald Trump est, comme vous l'avez rappelé, un président imprévisible d'ailleurs. Il suffit de regarder ce qu'aujourd'hui il prétend faire. Il prétend en Iran sortir de l'accord qu'il espère négocier avec la Corée du Nord. Puisque s'il doit y avoir un accord avec la Corée du Nord sur le... Alors là, il intégrera peut-être le balistique, mais c'est un accord qui en fait aura la même logique que l'accord qui avait été passé avec... puisque c'est une idée, on contrôle le nucléaire et les missiles, et en échange, on allège les sanctions, les sanctions économiques. Donc c'est complètement orthogonal. Et de même, en Syrie, le fait d'expliquer qu'on va se retirer au moment où on bombarde, là encore, il y a des problèmes de cohérence. Donc, si vous voulez, aux États-Unis, il y a quand même un pays qui garde des moyens de puissance considérables, mais qui a perdu la cohérence de sa politique extérieure. Et en Europe, ce paysage extrêmement éclaté, avec en plus le défi de la démocratie libérale dans les pays du groupe de Visegrad, conduit par Orban. Donc, je crois que c'est pour ça qu'il faut avoir... il faut essayer justement d'avoir une stratégie globale. C'est très important pour ça. De même qu'il est très important vis-à-vis des États-Unis de faire passer le message qu'on a encore des valeurs, un destin commun autour de la défense de la liberté. C'est très important d'essayer de remettre l'Union européenne en route. C'est vrai, tout en pesant à la marge, je comprends bien, à la marge sur l'influence que le président français peut avoir sur les choix de Donald Trump. On pèse à la marge, mais prenez, en même temps, il ne faut pas sous-estimer, si vous voulez, l'Europe, elle est surtout faible à cause de son absence de stratégie et de volonté. Regardez aujourd'hui l'économie numérique, on voit ce qui se passe avec les GAFAM, c'est-à-dire que oui, les GAFAM sont américains et pas européens, mais dès lors que le marché chinois leur est fermé, pour les GAFAM, les 500 millions de consommateurs européens à haute valeur ajoutée, c'est un marché qui est absolument clé. Et donc, ça nous donne de vrais leviers. À preuve,
Madame Vestager vient d'obtenir, par exemple, que Apple paie 13 milliards d'euros, ce qui est quand même pas une petite somme. À l'Irlande. À l'Irlande, mais qui va ensuite donc les retourner à l'Europe. Donc c'est bien la preuve que l'Europe, quand elle se met en marche sur des bons dossiers, avec de bons arguments et de manière ordonnée, peut obtenir des résultats. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, on parle des marchés, mais c'est intéressant parce que les taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis viennent de passer il y a quelques heures ce cap qui est un cap symbolique, psychologique des 3%. On sent que ça préoccupe les marchés, les investisseurs à juste titre, ou on se dit c'est juste symbolique et en même temps 3% quand on a encore une fois un cycle économique qui est florissant, ça n'a rien d'extraordinaire. Non, mais c'est vrai que c'est là où on a une situation un peu paradoxale. L'économie mondiale, pour l'instant, semble aller extrêmement bien. C'est-à-dire qu'elle croît de 4%. Le commerce international est reparti. Il va être autour de 5%, voire plus, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et tout le monde, finalement, est en croissance, sauf quelques cas pathologiques et désespérés, comme le Venezuela ou la Corée du Nord. Néanmoins, les signaux de fragilité, quels sont-ils? Le premier, c'est qu'on a sans doute passé le point haut du cycle. Il faut se souvenir qu'aux États-Unis, la reprise, elle a commencé 2009. En avril 2009. Ouais. Voilà. Et pour la zone euro, ça démarre en fin 2014. Donc nous, on a l'impression que à cause de la politique économique monétaire catastrophique conduite par la BCE sous la responsabilité de M. Trichet. Oui. Donc Draghi a remis l'Europe et la zone euro en marche, mais on l'a fait avec 5 ans de retard sur les États-Unis. Bon, le deuxième risque, c'est que la politique économique de Trump, c'est de faire une relance keynésienne puissante par des baisses d'impôts sur une économie en haut de cycle et en plein emploi. C'est jamais vu. Je pense que je sais pas dans l'histoire si on a déjà fait ça. Alors si on a fait ça par exemple à la fin des années 60 et ça s'est pas très bien terminé. Parce que, de fait, mécaniquement, vous créez des déséquilibres financiers. Surtout quand, par ailleurs, on a des marchés d'actions qui sont surévalués. Et puis ensuite, les deux autres grands problèmes, c'est on a 3 années de PIB mondial d'endettement public et privé, ce qu'a pointé le FMI. Effectivement, la hausse des taux commence à arriver sur ces dettes. Et là, on a un vrai risque de faillite d'un certain nombre d'acteurs qui se sont surendettés. Acteurs quoi? On parle de quoi? D'entreprises, de particuliers? Alors, quelle zone? Ça dépend des endroits, mais si vous voulez, aujourd'hui, il faut être clair. Donc, il y a les ménages, les entreprises et les États. Suivant les endroits, ceux qui sont les plus exposés, ce sont les ménages et les États ou les entreprises et les États. Mais en quoi est-ce qu'on est exposé quand on est en taux fixe? Je prends un particulier qui s'est endetté pour acheter sa maison. Quand il voit les taux d'intérêt monter, il s'en fiche parce que lui, sa maison, le taux d'intérêt est fixe, il rembourse tous les mois. Oui, simplement, quand vous êtes en haut du cycle, si vous voulez, c'est toujours le même effet de ciseau. C'est ce qu'on a vu en 2008. Les problèmes viennent quand l'économie commence à ralentir et que les taux d'intérêt augmentent. Parce que le moment où le taux d'intérêt devient supérieur à la croissance de vos revenus, les choses deviennent compliquées, que vous soyez entreprise Mais on en est là ou on n'en est pas là aujourd'hui? Encore une fois, on l'a dit, croissance mondiale qui est forte, quasiment 4%, ce sont les chiffres du FMI. Alors, on voit qu'on s'approche de ce moment. Personne ne sait exactement où il est, mais on s'en approche. Et le dernier point sur l'économie mondiale, c'est bien sûr le protectionnisme. Et derrière le protectionnisme, quand on regarde les mesures prises par les États-Unis ciblant la Chine, en fait, c'est une vraie guerre technologique, puisque ce sont les 10 secteurs prioritaires de Made in China 2025 qui sont ciblés par les mesures. Derrière les 1300 produits chinois, en fait, c'est la haute technologie, avec le fait que les États-Unis veulent empêcher la Chine de prendre le leadership. Il y a les mesures commerciales, il y a les sanctions qui visent ZTE pour interdire. Ils ne sont pas appliqués pour l'instant, encore une fois. Oui, mais avec les 7 ans d'interdiction sur les composants pour la Chine, pour ZTE, c'est appliqué. Et l'objectif, c'est d'empêcher la Chine de devenir de se forger un monopole sur l'Internet de 5e génération. Donc tout ça fait quand même que, vous voyez, sous
l'apparent dynamisme, on voit que la volatilité augmente, et la volatilité augmente à cause de tous ces risques qui sont très réels. Donc c'est un fini là-dessus, un indicateur parmi d'autres, encore une fois, c'est taux d'intérêt à long terme, il faut les surveiller. Les marchés ont raison comme de commencer à dire, voilà, au-delà du niveau symbolique, psychologique de 3%, on sait qu'en économie, tout est affaire aussi d'accélération. Il ne faudrait pas que ça accélère encore une fois sur les taux longs, parce que là, pour le coup, ça pourrait mettre en difficulté. Non, et puis surtout, si vous voulez, le grand changement, c'est qu'on va passer en taux réels vraiment positifs, alors qu'on a quand même vécu avec des taux réels qui étaient... Les taux réels, ce sont les taux d'intérêt moins l'inflation. Voilà. Donc, aux États-Unis, l'inflation est autour, un peu au-dessus de 2%, à 3%. On a quand même un point de taux d'intérêt réel. Donc, il faut avoir les revenus qui permettent de le financer. Bon, et quand on voit les marchés, encore une fois, avec les marchés actions, on finit là-dessus, qui sont quand même, encore une fois, un peu nerveux, avec les GAFA qui sont sous pression, encore une fois, avec le pétrole qui maintenant est aux alentours de 75 $ le baril, la Fed qui laisse la porte ouverte, encore une fois, peut-être plus de hausse de taux que ce qui était attendu. Il y a une configuration, un cocktail qui... Alors, si vous voulez, pour l'Europe, clairement, ça joue. Pourquoi? Parce que la vraie raison de la reprise de la zone euro, en dehors de l'Allemagne et de pays de l'Europe du Nord, mais pour le pays de l'Europe du Sud et pour la France, la vraie raison de l'amélioration de la situation économique d'aujourd'hui, c'était la baisse des prix du pétrole, la baisse de l'euro et la baisse des taux d'intérêt. On avait eu le tout à partir de, justement, de la fin de 2014 et en 2015. Aujourd'hui, cet environnement se durcit. En Europe, les taux d'intérêt restent bien moins élevés qu'aux États-Unis, et donc ça reste favorable. Mais l'euro a beaucoup monté face au dollar, et le pétrole, effectivement, est retourné à 70 $. Avec derrière, là encore, un grand jeu géopolitique qui est derrière les réformes aussi du prince MBS en Arabie Saoudite. C'est que l'Arabie Saoudite, qui a essayé en 2014 de casser les reins de l'industrie américaine des hydrocarbures non conventionnels, donc a effondré les prix, mais s'est retrouvé avec un déficit budgétaire énorme, supérieur à 20% du PIB. Et en fait, derrière ce qui se passe aujourd'hui... En pensant tuer l'industrie pétrolière de schiste américaine. Exactement. Et en fait, c'est l'Arabie Saoudite qui s'est trouvée dans une situation très compliquée. Donc, on a un grand réalignement entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Oui, et la Russie aussi. Non, mais l'accord, si vous voulez, c'est là où c'est que l'accord de l'Arabie Saoudite avec la Russie est un accord qui est vraiment ponctuel. Qui a marché. Qui a marché parce que la Russie a un besoin vital, elle aussi, de faire remonter les prix du pétrole. Pourquoi l'alignement entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis? Parce que, si vous voulez, les États-Unis, avec le non conventionnel, vont devenir, et y compris vis-à-vis des Russes... Ils sont déjà 10 millions de barils par jour quasiment. Voilà, c'est le premier producteur sans doute de nouveau. Et pour le gaz, ça va devenir le prix directeur du gaz mondial, parce que les États-Unis maintenant exportent leur gaz non conventionnel. Ils vont l'exporter vers l'Europe, ce qui va permettre d'alléger la dépendance vis-à-vis de la Russie, et les Russes vont devoir s'aligner sur les prix du gaz des États-Unis. Donc il y a un grand jeu mondial, géopolitique. Il ne faut jamais oublier, et ça en Europe on l'a beaucoup négligé, que dans la reprise américaine, bien sûr, il y a la nouvelle technologie, mais que l'énergie est vitale. Et que le fait d'avoir abaissé le coût de l'énergie, c'est ça qui explique la relocalisation d'activités industrielles aux États-Unis. Ça a joué un rôle majeur. Les États-Unis ont réussi à travailler donc sur l'énergie, sur l'efficacité de leur système financier, et sur le travail et sur l'innovation. Et c'est vrai que l'énergie est au moins aussi importante que l'innovation, ce qu'on oublie trop souvent. Bon, merci. Merci pour cet entretien. Donc, Nicolas Bavrez, l'économiste et l'historien, était votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup.